Bonjour à tous, J'aime Girjou numéro 12. Je reçois le souriant Jean-Charles Matet, champion de vitesse de fondue bourguignonne sans les mains. Et il faut faire gaffe à pas se brûler la barbe. Exactement. Je suis aussi champion en chocolat. Hein. Oui, et c'est pareil sans les mains. Oui, c'est important sans les mains. Oui. Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. Donc, mois de mai, 30 jours glissants, vous connaissez la recette. On va mettre le générique de First Player. Ah ouais. Et je te laisse commencer. Alors moi, mon premier jeu, ça s'appelle Natsu Memo. C'est-à-dire les vacances, les calendriers de vacances. Nous, j'appellerais plus le calendrier presque parfait. C'est un roll and write ultra, ouais, flip and write. En gros, c'est avec des cartes, il n'y a pas de dés. Si, il y a un dé pour certaines. Ah oui, oui. Okay. Bref, c'est un jeu ultra interactif où, en gros, on est au Japon et on doit organiser ses vacances. Et dans le mois de vacances, on doit faire un certain nombre de devoirs parce que c'est important, parce que si on fait pas ces devoirs, c'est la honte. Mais en même temps, il faut être cool avec ses potes. Donc, on organise on a notre calendrier, on dit mardi, qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, mardi, je propose d'aller faire un pique-nique. Qui veut venir avec moi? Et du coup, tous ceux qui ont levé la main, japonais. tous les jeux qui ont levé la main, et c'est en simultané. Hein, donc ils viennent mardi. Le jour d'après, ils proposent une autre activité. Mais donc on coche, parce que c'est quand même un write, on coche que le mardi on fait telle activité. Exactement. Et on va faire ça semaine par semaine, mais là donc la semaine 1. Après, il y a quelqu'un qui propose une autre activité. Et s'il n'a pas envie que Joël et moi participons, parce qu'il y a des activités où il faut. Je vois pas quelle activité on voudrait nous exclure. Non, mais par exemple, il y a des activités où il faut un nombre pair de gens, oui. un nombre impair, ou que des garçons ou que des filles. Alors dans le jeu, on peut dire qu'on est une fille. Oui. C'est un choix au début du jeu. On peut être Juan Carlette. Juan Carlette ou Son Goel. Bref, il y a plein de noms on s'amuse déjà avec ça. Et à la fin du jeu, à la fin de la semaine, on va voir. À la fin du mois, en fait. On va faire semaine par semaine. Oui. À la fin de la semaine, on va voir qui a fait le plus de points, qui est le plus cool, qui est le plus et en même temps, on doit faire ces devoirs dans les jours qu'on n'a pas pris pour travailler. Oui. Donc faut balancer. On peut avoir des jours libres à la fin de la semaine et ces jours libres, on en profite pour faire des devoirs et dans ces cas-là, on lance un dé pour voir combien de devoirs on arrive à faire. Et si on fait un, par exemple, on devient super feignant. Donc c'est assez... Mais on est cool, je crois. Ouais. Non, mais il y a une histoire d'être cool. Enfin bref, on peut gagner des statuts. Oui, exactement. Donc oui, il y a plein de statuts qu'on peut gagner. Par exemple, s'il y a des activités que si on les fait seuls, on gagne des statuts. Donc des fois, ça vaut le coup d'être seul. Alors, oui. Enfin. Ce que tu oublies de dire, non, tu l'as peut-être dit, c'est que les activités, parfois il faut tant de personnes, parfois il faut. Ouais. Et donc, comme on décide tous en même temps pour savoir si on y participe ou pas, il y a une espèce de dilemme du prisonnier qui est mais moi je veux les points. Les points, il y a des points si la condition est réunie, des points si moins de points si elle a échoué. Et on se dit moi je veux en être, mais si trop de monde veut participer, et tout le monde c'est le dilemme du prisonnier, on minimise les points. Voilà, donc et après il y a des mini-jeux sur cette carte. Par exemple jeu de société, bref. Ah oui. Donc c'est très très drôle, c'est très mignon. Il y a beaucoup d'interactions. On regarde sans arrêt les fiches de l'autre. Et il y a aussi pour savoir quand est-ce que les calendriers sont publics et il faut savoir quand est-ce que quelqu'un est libre ou déjà occupé. Est-ce qu'on veut l'exclure, justement. Et on peut proposer un truc où on n'a pas envie d'être. On peut dire mardi qui est disponible et personne n'y va. Ah bah oui, par exemple là le chat il veut être il propose une activité. Ouais. On sait pas pourquoi mais il la propose. Donc à chaque fois qu'on fait une activité avec plus d'une personne, on peut mettre un like à une de ces personnes-là. Et à la fin, celui qui a mis le plus de likes à un joueur, il va gagner une majorité. Et c'est celui c'est son meilleur ami. Et du coup, il va gagner des points là-dessus. En fait, on va regarder joueur par joueur quel est celui qui lui a mis le plus de likes et il va gagner des points. Par exemple, on regarde si Shin Charlu-san, par exemple, ça serait mon joueur, moi qui jouerais comme ça, qui a mis le plus de likes pour moi. Charlu-san. Voilà, ou Son Goel ou. Ouais. C'est la fusion de Goku et Joël. Voilà. et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment souvent les roll and write, c'est un truc un peu solo dans son coin. Oui. On soit 1, 2, 8, c'est pareil. C'est pareil, et on s'en fout en vrai de ce qui se passe.
Alors que là, ils ont vraiment trouvé un truc où on se regarde sans arrêt, on rigole bien, et c'est pas très long. C'est pas très long. Et par exemple, quand tu décides d'être un garçon et que, enfin, quand t'es une fille, enfin, t'es un garçon, tu décides d'être une fille, tu t'amuses, tu dis, on va aller à comment ça s'appelle, au sleepover ensemble et tout. La soirée pyjama, et en fait, tu fais plus de points s'il y a que des filles. Ils ont rien compris au concept de soirée pyjama. Mais ils ont 12 ans. Ah oui. C'est ça le thème, c'est une question d'âge. Mais je pense que tu fais le même jeu à 14 ans, c'est pas le même, 15 ans, c'est pas le même, délire. Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui était vraiment, c'est vraiment. Alors, comment tu l'as découvert déjà? Alors ça, comment il s'appelle? Jonathan. Il y a Jonathan qui l'avait rapporté parce qu'il est japonais. Il est moitié japonais. Il est moitié japonais et même 100% japonais. Et enfin, on mettra une photo. Il est 100% japonais. Il mesure 2m12. Il est super baraqué. Il est 100% japonais. Ouais, c'est ça. Il est marié à une japonaise, c'est ça le principe. Et il l'avait amené quand il nous a présenté Vince de l'école ouais. Anciennement de l'école du jeu. Ouais, ex-membre de l'école du jeu et moi j'ai rencontré ma star. Voilà, on rencontre nos stars actuellement, donc c'est assez cool. Donc en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai même proposé à un éditeur. Il m'a dit qu'il allait réfléchir pour l'éditer. Mais franchement, c'est un jeu dans lequel je crois. Alors moi, mon jeu, c'est Pipeline. Pipeline pour les initiés, sorti en 2019. C'est un jeu économique. Alors, problème. Que j'ai fait beaucoup d'insistance pour qu'il y joue. Oui, pour le sortir de ma pile de la honte. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile de la honte. Donc c'est un jeu économique qui joue entre 2 et 4, 20-30 minutes par joueur. C'est, il faut le dire, toi t'es pas d'accord, mais aussi sexy sur la table, je trouve, que Beyond the Sun. Et c'est-à-dire que ça ressemble à une grosse feuille Excel avec des tuyaux dans tous les sens. Au moins, les tuyaux ont des couleurs. Les dés ont des couleurs. Enfin, il y a des couleurs aussi dans Beyond the Sun. Je sais pas. Moi, en vrai, je me sens transporté par le thème dans Pipeline. Globalement, on va acheter du pétrole, raffiner du pétrole, revendre du pétrole raffiné. Le thème est très sexy aussi et totalement dans la mouvance écologiste du moment. Il n'existe qu'en VO et il est pas si impossible que ça à trouver, mais on le trouve difficilement dans les magasins qui sont situés en France ou dans les pays francophones. Globalement, il y en a plus trop en stock et je pense pas qu'ils vont. Je pense pas que ce soit réimprimé, ouais. Ouais. Et alors ils ont fait une extension qui est jamais arrivée en Europe, mais voilà. Tu la trouves en Angleterre, mais c'est pas vraiment l'Europe. Donc c'est pas en Europe. Voilà. Ils sont sortis, hein. Mais tu vois, visuellement, par rapport à même Barrage, on peut se dire, c'est ma vie d'ingénieur hydraulique. Au moins, il y a un univers graphique, c'est un peu steampunk, c'est stylisé, il y a des noms de compagnies ou des nationalités, il y a des noms de CEO, il y a des figures de CEO. Là, vous jouez bleu. Oui, voilà. On est d'accord. Et il y a plusieurs types de pétrole. Il y a le pétrole orange, bleu et jaune, et gris. Alors, je suis d'accord que le thème n'est pas méga développé. Non, mais l'univers, c'est zéro. Pour le coup, c'est un Eurogame. Ils font pas semblant d'avoir d'un thème. Ouais. Alors, ouais. Non, mais parfois, tu vois, encore une fois, Barrage, c'est. Oui, mais là, au moins, il y a un univers derrière. Ils ont cherché un thème. C'est ça que je veux dire. Oui. Là, il n'y a pas de thème. Il y a deux aspects. Donc, il y a un aspect qui est d'établir un réseau. On va acheter des conduits, des pipes. Des petites pipes. Et les réseaux, les tuyaux ont les couleurs des 3 types de pétrole. Donc, on va pouvoir conduire, on va faire une machine qui va raffiner le pétrole pour chaque type de pétrole. Et il y a une grosse mise en place d'un moteur économique. Donc, oui, le but, c'est de produire de l'argent, on va avoir des actions avec des petits placements d'ouvriers. On va pouvoir acheter des tuyaux sur des marchés où il y a des attritions de tuyaux de couleurs, etc. Il va y avoir des achats de moteurs qui permettent de lancer le raffinement de manière pétrole. Automatique. De manière automatique. Non, mais ne rentrons pas trop dans les détails. Non, mais de manière automatique, parce que c'est ça le plus important, parce que c'est un jeu où on n'a pas beaucoup d'actions. Oui, il y a très peu d'actions. Il y a 8 actions en tout. Et c'est un jeu où on doit essayer de gagner des actions. Et c'est pour ça que l'achat du moteur, à un moment, ça aide de faire des actions gratuitement. Je voulais pas trop descendre dans le détail. Oui, on va acheter des tanks pour stocker du pétrole et on va avoir un tableau personnel où on va avoir son pétrole en bas qui monte au fur et à mesure qu'il est raffiné. Et il faut libérer des espaces pour qu'il soit raffiné. Et donc, il faut acheter des tanks pour avoir des espaces. On va acheter et vendre du pétrole dans différents états sur différents marchés. Et l'achat-vente va faire varier les cours.
jeu économique traditionnel. Et donc, on va utiliser les réseaux qu'on va établir de manière personnelle pour affiner le pétrole. Et on va avoir des coûts, c'est-à-dire le nombre de tronçons de tuyaux nécessaires pour passer du niveau 1 au niveau 2, niveau 3, etc. Du sans-plan ou du super sans-plan. Voilà. Donc, on joue 3 manches. Effectivement, chaque manche est plus courte que la précédente. 18 actions en tout, donc je crois que c'est 8 la première, et puis ça réduit. Ouais, la dernière, elle a fait que 4. Donc c'est 10, 8... Ah non, non, c'est pas 18, mais c'est un peu moins, mais voilà. Au début du jeu, on se dit, mais on fait la première manche, on se dit, ok, mais là, comment on va faire pour la deuxième manche, parce qu'on a aucune action. Ouais. Et c'est un vrai... Et moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est cette action de dire, ok, comment je vais y arriver? Je prendrai la parole quand tu présenteras tes jeux. Hein. Bien sûr. Ouais. Parce que là, qui interrompt qui Vous voyez ce qui se passe quand je le laisse parler. Donc, je vais finir de présenter mon jeu. Pour une fois, j'ai un truc à dire. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est... J'ai fait que 2 parties, pour l'instant. J'ai fait 2 parties en 2 jours. Une partie à 3, une partie à 4. 4, je pense que c'est un peu trop, mais on va revenir dessus. Il y a plein de stratégies possibles, ce qui n'apparaît pas forcément quand je vous explique le jeu. Parce qu'on va tirer des objectifs de fin de partie qui vont scorer de différentes manières sur le réseau qu'on établit, sur les contrats qu'on a réalisés, sur les améliorations qu'on aura achetées, etc. Déjà, ça polarise complètement le type de partie qu'on va faire. Et ensuite, même, je dirais en solo, il y a une grosse montée en compétences à faire sur les mécanismes du jeu, parce que c'est un puzzle où, moi, ma première partie, mon score est classifié confidentiel défense. Je pense que tu aurais fait moins de points si tu aurais pas joué. Non. Si j'avais pas joué, j'aurais fait moins de points. Donc j'ai fait plus de points en jouant. D'accord, donc pas déconner. D'accord. Mais que par rapport au standard de ce que c'est qu'une bonne partie, j'étais à diviser par 10 globalement. Minimum. Bon, non, je n'étais pas divisé par 10 par rapport à vous. Hein. Voilà. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas fait une bonne partie. Ah, pas du tout. Non. Et donc, beaucoup de stratégies. Et il y a l'établissement de ce moteur où on a de moins en moins d'actions par manche, mais on arrive à faire de plus en plus. Mais en voyant, malgré tout, je crois que la dernière manche, c'est-à-dire la 3e, on n'a que 4 actions. Et pour remplir ces contrats, pour faire le plus de points, et en fait, on court, il y a le plafond qui descend et on essaye d'éviter ou les murs qui se rapprochent et on est suffoqué par le faible nombre d'actions en fait. Ouais, et c'est ça, il faut se battre constamment avec le jeu et se dire ok, comment je vais m'en sortir? J'ai décidé de faire ce contrat, il faut que je le fasse, sinon c'est des pénalités. Oui, on a des grosses, c'est très punitif en fait comme jeu. C'est punitif à plusieurs niveaux. Le jeu est punitif parce que effectivement vous allez prendre des emprunts et ces emprunts vont vous coûter de plus en plus d'argent à la fin, ce qui va représenter les intérêts. Mais on peut crever sous les emprunts un peu comme dans les Martin Wallace en fait. Ouais. Et punitif par rapport aux autres joueurs dans le sens où quand on est mal parti, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment revenir. On peut, mais il faut que l'autre fasse une erreur. Oui, c'est ce que j'appelle punitif. Et ce qui est contrebalancé par le fait que les parties sont relativement courtes. Au départ, on est un peu, la première partie, moi j'étais un petit peu sous l'eau. En plus, visuellement, on va faire des inserts, mais faut s'encaisser ça. Mais c'est rapide. Mais l'avantage du puzzle visuel, et c'est pour ça je pense que tu t'en es bien sorti, c'est que, grosso modo, tu vas suivre trois lignes. Donc, oui. même s'il va y avoir plein de tuyaux qui vont s'imbriquer, à la fin, tu vas compter 3 maximum 4 tuyaux. Donc, même s'il y a des trucs qui seront pas parfaits, du moment que tes 4 tuyaux de toute façon, donc, a priori, on va pas forcément taper sur toutes les catégories, toutes les couleurs d'essence de pétrole. Ça dépend des parties. Ça va dépendre des parties. Et du coup, moi, si je me concentre sur 2 couleurs, mon puzzle personnel va être plus simple. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout, en général, les mécanismes de puzzle visuels. Et cette partie-là est quand même assez prononcée dans le jeu. Et ça m'a pas gêné. Et au contraire, j'ai trouvé qu'elle était, j'ai dit à un moment donné, j'ai fait un commentaire en disant, je trouve qu'elle est moins développée que dans tel jeu, Teotihuacan. On m'a dit, non, tu plaisantes, c'est beaucoup plus développé là. Ça m'a pas paru le cas. C'est probablement, ma perception est peut-être faussée, c'est subjectif. Mais moi, je pense que c'est le fait que tu te concentres sur 2 couleurs et c'est pas, et ton tuyau, il peut être n'importe comment, on s'en fout. Oui. Il doit pas être il est pas restreint. J'ai été très frustré en première partie, parce que ça a vraiment pas marché. Mais quand je dis, je suis pas quelqu'un, je suis pas mauvais perdant. Là, j'ai senti des pointes de mauvais perdant. J'étais vraiment, alors j'ai voulu en refaire une deuxième rapidement,
Le lendemain, j'ai refait une deuxième. Bon, ça a beaucoup plus cliqué. J'ai été deuxième. Je crois que t'étais pas là. Moi, j'étais pas là. Ouais, t'étais pas là. C'est pour ça. Oui. En toute modestie. Il n'avait pas gagné la première non plus. Ouais, moi, je m'étais foiré au début. Voilà. Et en fait, c'est un jeu, c'est mon côté BDSM. Bah, j'ai envie d'y rejouer pour approfondir. Il y a une grosse variabilité de setup liée aux cartes, liée aux différents emplacements des actions et des actions secondaires, des marchés, des améliorations qu'on tire. On joue avec un sous-ensemble d'améliorations, etc. Donc, je trouve très bon jeu économique que j'ai rangé dans ma ludothèque à côté d'East India Company. On m'a dit, est-ce que ça te dirait de jouer à Kutna-Hora? Kutna-Hora a ses qualités. Moi, on en a déjà parlé. Je crois que c'est sur la chaîne First Player. J'ai pas accroché plus que ça. Je me dis, bah, en jeu économique pur, pour l'instant, j'ai East India Company et Pipeline, et ça me va très bien. Il y a déjà de quoi faire énormément. Ouais, et honnêtement, moi, j'en avais fait beaucoup de parties à un moment quand j'étais voisin d'Arnaud. Il m'a envoyé un petit message, on se fait une petite pipe et on en faisait plein. La classe entre mecs, les vrais, quoi. Ouais, et c'est un jeu qui marche excessivement bien à 2. Oui, il marche très bien à 3. À 4, il marche très bien aussi. Il marche bien, c'est tendu. L'ordre du tour est très important, donc, ça du coup, change. On va et à chaque action, on peut choisir l'ordre du tour. Et du coup, c'est. Ouais. Par contre, à 4, bah, c'est comme tous les jeux. Hein, c'est plus long, plus de downtime et beaucoup plus de changements entre mes tours, ce qui fait que bah, je suis un peu chamboulé. Merde, il m'a pris. Bah, mais plus d'interaction. C'est un jeu interactif, donc. Voilà. Et il y a aussi un truc, c'est que moi, je me rappelle, première partie d'Arnaud, il a failli me le revendre parce que tellement il avait été frustré de sa première partie. Ouais, tandis que moi, ma première partie, j'ai failli pas le revendre, j'ai failli le foutre par la fenêtre, quoi. Oui, non, mais. C'est frustrant. C'est un jeu qui est frustrant, qui se joue. C'est un jeu qui va créer une frustration. Et je pense que. C'est le moteur. C'est le moteur du. Quand ça se débloque, il y a un espèce de bien-être. Mais et je comprends que ça soit pas pour un public des joueurs. Ah bah si vous aimez Wingspan, vous allez pas forcément aimer Pipeline. Exactement, parce que c'est un jeu où il y a pas de. En plus, on peut pas mettre des oiseaux dans le goudron, dans le pétrole. Il y a pas de notion de marée noire. Peut-être en extension. Ouais, peut-être. L'extension Wingspan. Marée noire. Alors, toi, ton jeu suivant. Alors, mon prochain jeu, c'est Lowenherz. C'est comme ça qu'on dit? Lowenherz. Bah, qui est un jeu de 97. Voilà. Donc, il y a plusieurs versions. Oui. Il y a l'édition de 97 et une après. Vince de l'école de jeu, j'appelle Vince de l'école de jeu, mais il est plus là-bas. Et il m'a dit qu'il fallait pas jouer à la nouvelle version parce qu'ils ont enlevé tout ce qui était fun dans le jeu. Et en plus, c'est un jeu qui se joue seulement à 4 joueurs. Donc. Alors, pas sur la boîte, mais apparemment, il faut être 4. Voilà. Donc, c'est une découverte totalement improbable. C'est un jeu qui ressemble pas à grand chose. Il est pas c'est vieux, quoi. Voilà. C'est comme moi. Donc, c'est un jeu improbable. C'est un jeu de conquête de territoire. Improbable. Totalement improbable. Ouais, mais. On n'a jamais vu ça. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu où on va avoir des châteaux et des remparts. Et des soldats et des remparts, on va appeler ça comme ça. Des petits murs. Et on va par un jeu d'action sélection, il y a trois sélection d'action. Je suis habitué à doubler les personnes qui interviennent sur cette chaîne. Bonjour Tom. Bonjour. Et donc du coup, il y a 3 actions. Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais on est 4 joueurs. On doit tous faire une action différente. Donc c'est un draft d'action, oui. Bah, voilà. Et par exemple, le premier joueur, il dit je fais l'action 1. Le deuxième joueur, il dit je fais l'action 2. Donc le deuxième joueur ne peut plus faire l'action 1. Ah, il peut choisir l'action 1. Mais une fois que tout le monde a choisi ses actions, donc il y aura toujours un overlap. Oui. Un recouvrement. 2 personnes qui choisissent. Une collision. Et là, par exemple, il dit voilà, moi, ce mur-là, il m'intéresse. Je te laisse l'action. Moi, je veux faire l'action, mais je te donne 6 pièces. Et après, il dit Donc en fait, un seul pourra faire l'action, mais il va falloir qu'il négocie pour savoir qui. Exactement. Et là, concrètement, il y a 2 possibilités. Soit on est d'accord de combien de ressources on se donne, et les ressources servent principalement à ça. Donc la négociation. C'est de la négociation. Et du coup, je dis ok, je te la laisse, mais tu me donnes 20 pièces. Enfin, bref. Ou si ça n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a une sorte de combat qui se lance. On met combien de ressources sur la table? Une enchère, quoi. Une enchère. Par contre, là, on perd les ressources. D'accord. Bah, c'est une enchère. C'est simultané? Ouais. D'accord. Alors que l'autre,
si moi je suis d'accord, je gagne les ressources. Donc des fois, ça vaut le coup de passer son tour, entre guillemets, pour récupérer des ressources. Des ressources pour pouvoir, au tour d'après, pouvoir payer plus cher pour... Mais ces ressources, à part négocier, parce que ça te rapporte pas de points de victoire, ça te permet pas de construire les murs, rien. Non, ça sert juste à négocier. Et t'as même qu'est-ce que je m'en fous d'avoir des ressources si ça sert à rien dans le jeu? Bah, ça sert à pouvoir jouer. Sinon, si t'as pas de ressources, tu ne peux pas dire je veux le triple mur. Oui, mais si tu me donnes 60 ressources et que l'autre me propose 5 ressources, si de toute façon ça sert à rien, enfin tu vois, si l'argent que j'ai dans ma poche n'est accepté dans aucune boutique, qu'est-ce que ça sert d'en avoir plus? Concrètement, déjà on se retrouve souvent. Alors quand il y a 3 personnes sur la même action, il y a combat. D'accord. Donc là, il n'y a même pas de négociation. Donc là, si tu as 60, tu es sûr de passer. Il est élu de ma question. Mais dans le jeu, ça fait du sens. Je sais pas comment t'expliquer. Je crois que je viens de comprendre. Jean-Charles a tout faux. il se plante totalement dans l'explication du jeu. Bref. Vincent, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, fais un commentaire en nous expliquant vraiment les règles. Bon, en tout cas, il y a un truc qui est bien. L'argent qui ne sert à rien. Mais ça sert, Ça sert à acheter des choses. Ah si, ça sert à poser des soldats. Voilà. Ça n'avait effectivement aucun sens. Non, mais j'ai oublié. Quand tu dois mettre les soldats, quand tu dois mettre les soldats, j'ai oublié. J'y ai joué qu'une fois, mais j'ai essayé d'acheter. Dans le jeu, ça a du sens. Et quand tu dois poser tes soldats et que tu dois les poser dans la forêt, donc c'est très spécifique. Tu dois payer 2 ressources. Bah oui, c'est normal. C'est normal, c'est logique. Donc, mais en tout cas, et du coup, on pose des remparts. Quand on arrive à fermer un royaume, ouais. Ben ça nous fait X points par zone de zone recouverte. Plus si on a des. C'est-à-dire que c'est des points proportionnels à la taille du royaume. Exactement. Plus si on a des mines et de ça fait un peu plus de points. Et après, on peut, une fois que le réseau est fermé, on peut militairement étendre son royaume. D'accord. Et du coup, plus t'as un royaume fort, moins on peut t'en... Et avec des soldats. Ouais, avec les donc soldats. il faut des ressources. Pour les poser, mais ça coûte que les poser dans la forêt. Sinon, si tu les poses pas dans la forêt, c'est gratuit. Il doit y avoir beaucoup de forêts alors. Pas tant que ça. Je comprends pas. Il faut que j'y joue. J'ai été invité, mais j'ai pas pu y aller. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est au début du jeu, on va poser ces bâtiments, ces forteresses. Donc, il y a des petites règles pour les poser. Et il y a un vrai côté food chain magnet où tu te dis, si je me mets pas au bon endroit, t'as déjà perdu. J'ai déjà perdu. Ouais. Et parce que, il y en avait une qui était au milieu, on lui prêtait pas beaucoup d'attention, mais à un moment, quand quelqu'un il a fermé son royaume, il y avait un mec au milieu, il avait tout un méga royaume, parce qu'il était au milieu tout seul, et il a gagné du coup plein de points d'un coup. Après, on l'a tous attaqué pour qu'il réduise son royaume. Mais pour te dire que c'est un jeu qui est très prenant, et le fils de Jonathan, qui est pas un gros joueur, et la négociation, c'est un truc qui rentre tout de suite dans le sang et fait 19, je peux pas t'accepter pour que tu mettes 2 murs. 20, d'accord. Donc on se prend au jeu de la négo. Et tout de suite, donc c'est 1 euro avec de la négo, ce qui est quand même assez rare pour 1 euro assez mécanique. Exactement. Et voilà, et ça se tape bien, on rigole bien, et il y a de l'ambiance, et voilà. Moi, je recommande. Combien de temps la partie? 1 heure, 1 heure et demie. La seule raison pour laquelle je l'ai pas acheté, c'est parce que le jeu, il est disponible qu'à Fontainebleau, et il faut aller le chercher et tout. C'est loin, Fontainebleau. Au Caseo. Sur Ocaseo, ouais. Donc, voilà. Alors, le jeu suivant nous a aussi été présenté par David et Jonathan. Qu'est-ce qu'ils font pour les vacances? Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Ah pardon, Vincent et Jonathan. Qui sont donc les stars de cet épisode. Voilà. On va peut-être les mettre sur la vignette, ça. Oui. Donc le jeu suivant, c'est Santiago, que j'avais acheté en 2003 au moment de sa sortie, et j'avais fait 1 ou 2 parties. J'avais pas été convaincu, et je pense qu'à l'époque, j'étais pas prêt pour ce type de jeu. Soit il était trop simple, soit justement c'était l'aspect de négociation, comme il y a des similarités avec le Wennertz là-dessus. Donc globalement, c'est un jeu très simple. Peut-être que tu avais fait choix avec le mauvais groupe, hein. Peut-être, ouais. Je ne te connaissais pas encore. Donc, à chaque tour, on va avoir un tour un peu d'enchère, mais il faut effectivement... Non, il faut avoir une mise qui est différente de celle des autres. Oui, donc, si quelqu'un met 3, je peux mettre 1, ou 2, parce que ça n'a pas été pris comme chiffre, mais globalement,
on va déterminer l'ordre de choix d'un ensemble de tuiles, chaque tuile représentant un champ, et ensuite on va placer ces champs au moment où on le choisit, adjacents à un autre champ sur le plateau. Globalement, les champs vont représenter des ressources. Je crois qu'il y a 5 types de ressources et 9 tuiles de chaque champ, donc il y a 45 tuiles. Les maths sont corrects. Les maths sont corrects. Sur un champ, donc il va y avoir un type de ressources et il va y avoir un nombre d'emplacements de travailleurs où on va mettre des cubes de chaque couleur. Et en général, c'est 0, 2, 1 ou 2. Oui, c'est à Santiago, je sais pas à l'époque, quelle est l'époque du jeu, s'il y avait des esclaves. En 2003, il n'y en avait plus. Non, en 2003, il n'y en avait plus. Mais je crois que à la même époque, Puerto Rico, il y en avait. Toujours est-il que... On va dire qu'il y en avait alors. Cette phase, on va acheter des tuiles et globalement, je fais un spoiler sur comment est-ce qu'on marque des points de victoire à la fin. On va regarder pour chaque champ global, c'est-à-dire un champ, c'est un ensemble de tuiles des mêmes ressources. Chaque joueur va scorer son nombre de travailleurs sur ce grand champ fois la taille en nombre de tuiles du champ. Donc on va avoir tendance à vouloir mettre des tuiles de la même ressource de manière adjacente. Le twist, c'est qu'il va falloir irriguer ces champs pour que les travailleurs survivent, parce que c'est bien connu, on irrigue les champs avant de donner à boire aux esclaves. C'est normal. C'est normal. C'est l'important d'abord. C'est qu'est-ce qui rapporte l'argent. Oui. Et donc il va y avoir une étape où on va déterminer où est-ce qu'on va irriguer, et les champs qui ne sont pas irrigués au départ perdent un travailleur, et quand il n'y a plus de travailleurs dessus, on retourne le champ et c'est un champ qui devient aride et qui ne compte plus pour la ressource qu'elle représente. Comment ça se passe la décision de savoir où on irrigue? Le premier, au départ, il y a ce qu'on va appeler un Pedro, qui est le chef du village. Le roi du tango. Hein. Le roi du tango. C'est lui qui enchérit en dernier, je crois. C'est le dernier qui... c'est soit celui qui a fait le moins d'enchères ou celui qui a passé le premier. Voilà. Dès qu'on passe en disant moi je mise rien pour l'ordre du choix des tuiles, on devient Pedro, et ensuite on essaie de... celui qui enchérit le moins cher. Oui, si personne n'a passé. On essaie de convaincre Pedro de où est-ce qu'on veut irriguer. Donc on a une petite tuile qui ressemble à un rail un réseau dans bus. On dit moi je voudrais bien irriguer ici sur le plateau, et pour te convaincre, comme dans la vie, on va payer de l'argent en lui disant je te propose tant d'argent pour irriguer là. Les joueurs suivants peuvent soit proposer une autre localisation, soit parce que ça les arrange aussi, renchérir sur le projet du joueur qui a déjà proposé un endroit où irriguer. Pedro, à la fin, décide, toi, avec tes 10 d'argent, tu m'as convaincu, c'est lui qui a proposé le plus. Il peut choisir moins si ça l'arrange plus parce que ça va irriguer ses champs à lui, ou il peut choisir complètement un autre endroit, mais dans ces cas-là, il devra payer plus que la plus haute enchère. Ah, il doit payer dans ce cas-là ? Ah, il doit payer. Sinon, oui. Je sais pas. J'ai écouté les règles. C'est comme les ressources à Lowenhertz, il y a des petites subtilités. C'est ça. Voilà. Mais c'est surtout le moyen, dans cette étape, de récupérer de l'argent qui va permettre ensuite d'être premier pour aller récupérer des champs. Donc on a tous envie d'être ce Pedro à un moment donné ou à un autre pour récupérer beaucoup d'argent afin d'être mieux placé dans les tours suivants pour choisir cette tuile. Très sympa, une mécanique très simple, jeu rapide, un jeu, donc il a été publié en 2003, autant dire qu'il ne correspond à aucun standard de Kickstarter méga deluxe d'aujourd'hui. C'est hyper spartiate comme matériel. Ouais, il y a 45 tuiles, 6 bouts de bois. C'était une époque où l'écologie était un lointain projet, puisque la boîte est à peu près 4 fois trop grande pour le matériel qu'il y a dedans. Ouais, mais d'un point de vue écologique, la boîte, elle est avec du carton, un truc. Oui, mais tu fais la même boîte avec les mêmes matériaux, tu peux au moins diviser par 2. Ouais, tu peux. Voire 3. Ça rentre dans une boîte de forte, hein. Oui, c'est. Il faudrait le rééditer en jeu vraiment petit. Mini format. Et en fait, tout est dans les mécanismes. C'est un peu euro, etc. Mais tout est dans l'interaction et les coups de pute qu'on se fait sur les irrigations. C'est très drôle. On travaillera ensemble. Hein. Là, je te propose ça t'arrange. Ouais. C'est pour ça que je te propose que 6, pas 8. Mais fais bien la part des choses. Donc c'est très sympa, et moi je cherche le jeu sur Ocaseo. Donc Jonathan m'a menti en me disant les gens le mettent à 10 € sur Ocaseo.
Pour l'instant, le moins cher, c'est 20 €, mais à la Réunion. Et sinon, ça saute tout de suite à 40 € et 15 € de frais de port. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore acheté. Donc, si vous avez les 2 jeux précédents dans votre collection que vous voulez vous débarrasser, Lowen Earth et Santiago. bah voilà, vous pouvez nous faire des donations, comme vous. Non, donnez-nous les jeux si vous les avez. Oui, de faire des donations. Oui, de jeux. mais pas d'argent parce que. Non, mais on veut le jeu. Oui, on veut le jeu. Donc toi, Alors, le prochain jeu, alors je sais pas si j'en ai déjà parlé précédemment. on a cherché, on n'a pas On n'est trouvé. pas sûr, mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Peut-être que la recherche Microsoft dans les points doc ne marche pas. On verra. Alors, le prochain jeu, c'est Wildcatter. C'est un jeu de. Alors, il y a plusieurs éditions. Il y a l'édition Rats Game de 2013 et la seconde édition de Capstone en 2018. Sur BGG, c'est la même entrée. Donc, ils ont Ouais. pas, et ça, c'est une petite erreur parce que du coup, il est mal noté parce que les gens ont mal noté la première édition. Parce que la première édition a des erreurs et que quand Capstone, ils ont corrigé les erreurs. Bref. Si vous l'achetez, n'achetez que l'édition de Capstone qui est introuvable. Et donc, c'est un jeu qui est 4 joueurs seulement, même si Sur la boîte, il y a marqué moins. il y a marqué moins, et même s'il y a des règles apparemment, ou 3 joueurs, ça, personne ne les a lues, ne faites pas ça. Tout le monde est d'accord, tous ceux qui ont le jeu. Et Alors, je tiens à préciser que je ne considère pas jouer à moins de 4 joueurs et j'ai le jeu, parce que tu m'as dit qu'il fallait pas jouer à moins de 4 joueurs. Donc, si ça se trouve, c'est comme un esprit d'entreprise. Personne ne veut jouer à moins de 4 joueurs parce que quelqu'un a lancé une fausse rumeur. possible. Possible. Bon, en tout cas, je connais quelqu'un qui a testé et qui m'a dit ne fais pas ça. C'est l'homme qui a vu l'ours. Non, j'ai vu c'est Manu qui m'a dit. Manu, j'ai confiance. Il descend. Ouais, tout le temps. Et il ramène des grosses boîtes chez toi, il est très D'accord. heureux. Bref. Alors, on doit préciser quand même que c'est les mêmes auteurs que Coffee Traders. Voilà, c'est leur jeu juste avant. C'est imaginez Coffee Traders, mais en bien et en hyper rejouable. Et avec plutôt du pétrole que du café. On est dans le pétrole en ce moment. Voilà, en vrai, c'est un spécial J'aime Girjo, pétrole et Vince et Jonathan. Vince et Jonathan. Donc voilà. Donc celui-là, il nous a pas été présenté par Vince et Jonathan. Non. Mais c'est un jeu où chacun, on est propriétaire d'une compagnie de pétrole et on va jouer aux aventuriers du pétrole. Et dans le sens où on a une rivière de cartes qui représente des régions et on en choisit une. Et du coup, on sait qu'on va pouvoir opérer dans l'Amérique du Nord-Nord parce qu'il y a la région Amérique Nord-Nord et l'Amérique du Nord-Sud. Enfin bref, dans quelle région on va agir. Puis, on aura des workers, des ouvriers. On n'en aura que 80 dans tout le jeu. Ça gère beaucoup. Ouais. Mais pour faire complètement ce qu'on veut, si on veut le faire seul, il nous faut 200 ouvriers. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est un jeu où on va opérer dans des régions, mais il faudra faire une coopération un petit peu avec les autres joueurs, aller chercher du pétrole avec d'autres joueurs. Sinon, tout seul, c'est pas possible. Et c'est... Parce que dans la région, faut qu'on construise des derricks. Puis, il faut qu'on puise trouver le pétrole pour la première fois, le transporter, l'amener à des raffineries. Oui, on peut utiliser le réseau des autres, hein, c'est ça? Oui, mais il faut lui payer une part. Parce que dans ce jeu, oui, comment on paye? On paye. Quand on veut utiliser les réseaux des autres, on doit payer avec ses propres parts. Oui, on a des compagnies avec des parts. Et là, on rejoint une mécanique de 18xx où on valorise les parts d'une compagnie à la fin. Pas du tout. Non, pas du tout. En gros, les parts de sa couleur, c'est avec ça qu'on peut payer. Les parts des autres couleurs ne servent que soit pour faire transformer des parts en worker, en 3 parts en worker, ou quand on veut acheter un truc spécifique et où on a besoin des parts de toutes les couleurs. Donc, Et c'est quoi? c'est un truc qui nous rapporte des points de victoire à la fin du jeu. D'accord. Donc c'est un peu abstrait ça, mais c'est un jeu qui est assez simple parce que dans son tour, quand on a joué, on a une fiche Et c'est très procédural. Oui. avec une procédure, avec l'étape A, B, C, D, qu'on doit faire dans l'ordre. Et pourtant, c'est pas un Phil et clown, Ouais, mais c'est très algorithmique. Ouais. c'est algorithmique. Du coup, on sait qu'on creuse, puis on fait ci, on fait les étapes dans l'ordre. Et une fois qu'on a fait les étapes de A à G, on a fini son tour et c'est au joueur d'après. Le jeu se joue en 7 tours et le truc principal du jeu, c'est on doit amener du pétrole dans différentes régions du monde. Il y a 8 continents, il y a l'Europe, il y en a plusieurs. Et à la fin, c'est un jeu de majorité comme dans Coffee Traders. Comme dans Coffee Traders, dans les différents champs, on va regarder quel joueur a la majorité du pétrole amené dans telle région, l'Amérique, Exactement, etc. Et le premier a 16 points, le deuxième a 8 points. Et donc c'est un jeu où c'est mieux d'être 5 fois troisième qu'une fois premier.
peut-être. Bah, c'est un conseil que je donne souvent aux gens. Là, Tu gagnes beaucoup à ce jeu? Alors, je gagne souvent en jeu, mais En solo. Non, mais alors la dernière partie, j'ai essayé une stratégie nouvelle et j'ai fait 3 points, sachant qu'on commence avec 10. Donc, il aurait mieux fait de pas jouer. Exactement. Donc voilà. Et parce que concrètement, quand les joueurs vont dans votre raffinerie, par exemple, vous leur devez leur donner deux parts, parce que vous pourrez vous en gagner 4. Mais le truc, c'est que si vous pouvez pas payer ces 2 parts à ce moment-là, vous devez prendre un prêt. Et donc, du coup, ce prêt, c'est pas, donc vous gagnez 10 parts, mais vous devez le payer 25 à la fin du jeu. Et pour chaque part que vous pouvez pas payer, c'est 1 point en moins. Oui, donc on a vite des dizaines de points en moins, voire des centaines de points. Bah, concrètement, le gagnant de la dernière partie avait moins 63 points et il a gagné. Ça devait pas être le championnat du monde. Non, il a fait 90 points à la fin. Oui. Son score final, c'était 90, mais sinon, il aurait été à 150. Oui, d'accord. Mais moi, j'ai fait... Ah, tu veux dire, je pensais que c'est moins 83 points de dette. Je Oui. pensais que le score final était moins 83. Non, ça... D'accord, je me suis dit, ça, c'est pas un score de champion du monde. Moi, j'ai vraiment mal joué. J'étais à moins 83 à la fin parce que j'ai payé 50 ou 70, mais j'avais pas assez. Oui, t'as quand même l'opportunité de rembourser tes prêts à la fin de la partie. Oui, à la fin, tu dois payer. Donc oui, d'accord, c'est pas une option. Tu dois payer, tu vois jusqu'au maximum. Si tu peux être en positif, c'est mieux. Oui. Et tu peux rembourser qu'avec les prêts de ta couleur. Donc c'est Les parts. Les parts de ta couleur. Donc même si tu as plein de parts d'autres trucs, on s'en fout. Bref. Donc c'est un jeu qui est très simple. J'ai joué avec une personne elle avait pas fait beaucoup de jeux et elle m'a dit qu'en termes de difficulté, c'est aussi dur que les Aventuriers du Rail. En termes de difficulté des compréhensions de règles. Ouais. Par contre, elle m'a dit en termes de profondeur, là, c'est beaucoup plus profond que les Aventuriers du Rail. On parle d'explication de règles. Ouais. Je vais poser. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Moi, j'ai fait une seule partie pour l'instant. Il n'y a pas un effet un peu chaotique sur les retournements de dernière minute de majorité? Alors, les raffineries, c'est une fois qu'une raffinerie est pleine, elle va se déverser dans la région. Et il y a un effet comme les bateaux à Puerto Rico, c'est-à-dire qu'on va remplir petit à petit, les joueurs collectivement vont remplir les raffineries, et dès que la raffinerie est à capacité max, paf, ça se vide. Et il me semblait qu'il y avait une très grosse importance de l'ordre du tour, et en particulier, les derniers dans l'ordre du tour étaient hyper favorisés à la fin, justement pour changer les majorités en dernière minute. Bah, alors le dernier tour, on va collecter des trucs pendant le jeu. Et des ressources, des points de victoire spécifiquement là. D'accord. Et celui qui a le plus de points de victoire sur ses cartes, quand tu choisis des cartes, celui qui a le plus de points de victoire choisit son ordre du tour. Enfin, donc il peut choisir d'être dernier. Il peut choisir d'être dernier ou premier. Par exemple, moi, des fois, ça vaut le coup d'être premier. En vrai, au dernier tour, il faut être soit premier, soit dernier en fonction de ce qui t'intéresse. Globalement, c'est ça les options réelles. Maintenant, si t'as bien mené ta barque, en vrai, t'as plein d'options et c'est pas grave si t'es deuxième dans un oui. Parce que c'est bien d'être deuxième, comme je dis, c'est mieux d'être deuxième. Oui, mais tu vois, si tu passes de deuxième à troisième, par exemple, par des actions de joueurs de dernière minute, c'est moins bien. Oui, mais c'est prévisible parce que tout est sur le plateau. Tu vois combien il a de parts. Non, tu vois pas combien. Oui, mais c'est pas parce que c'est prévisible que tu peux l'en empêcher. Ah si, tu peux l'empêcher. Tu peux flusher. Tu peux flusher la rivière. On rentre peut-être un peu trop dans le détail. T'as plein de manières de naviguer. De naviguer et de faire ce que t'as à faire. Et de toute façon, globalement, il y a toujours des moyens de s'en sortir. Et si t'as déjà globalement, si t'as peur de la dernière action, c'est que t'avais déjà perdu 2 tours plus tôt. Enfin, l'idée, c'est de stabiliser. Après, il y a des retournements de situation. On peut faire des retournements de situation. Mais c'est pas ça qui fait le cœur du jeu. Alors, je sais pas si Coffee Traders a beaucoup marché en France en termes de vente. En revanche, je pense qu'il est quand même assez connu. Et je suis surpris, en fait, de la notoriété de Coffee Traders au détriment au profit de la notoriété de Wildcatters, qui est finalement peu connu. Faut dire que c'est un jeu qui est difficilement trouvable. Toi, tu l'avais... Non, c'est moi qui l'avais trouvé sur eBay en Angleterre. Et moi, ma copie, j'ai trouvé dans ma boutique aux Philippines en même temps que Bus. Oui. Et ce qui est... Alors, personnellement, le thème est moins sexy, le matériel est moins beau, etc. Quoique, moi, j'aime bien, il est en bois. Enfin, tu vois, t'es en Jeep dans les champs de café. C'est plus sexy. Tu sais que c'était quoi le thème original de Coffee Trader? C'est la vente de drogue. Ah!
Et du coup, c'est beaucoup plus logique d'un point de vue thématique. Les Jeeps? Non, mais par exemple, le marché international, le truc. Bref. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont dû arrondir les angles pour être publiés parce qu'ils voulaient pas faire un jeu sur la vente de drogue. Et surtout peut-être le produire en Chine, je sais pas. Non, alors la vente de la drogue, ils s'en foutent, c'est l'opium qui est le problème. Mais ce qui n'est pas une drogue. Le psy, enfin bref. D'accord. Cocaïne, ça va. La cocaïne, ils s'en foutent. D'accord. Mais en tout cas, Coffee Trader, j'ai fait 2 parties assez rapprochées. J'ai trouvé que le jeu était bien, mais déjà c'est un partenariat avec Demeco et Century 21 parce qu'il faut un garage un hangar pour y jouer, tellement le jeu est grand. Et ensuite, je trouve qu'il y a une complexité que je trouve très superficielle dans la piste avec les petits jetons, dans justement le marché international, qui fait un peu penser à du Lacerda sous stéroïdes. Ouais, la règle en trop. Ça fait penser à la règle en trop. Oui, le syndrome des règles en trop. Et au bout de 2 parties, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va faire que la 3e partie sera différente, surtout dans mes choix d'action? Alors, on va dire l'interaction. Et encore? Je sais pas. Wildcatters, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, avec, malgré cet aspect procédural, avec pas mal d'étapes, finalement, moins de petites règles à la con. Oui, et en plus, c'est une fois que tu as fait le premier tour, tu sais exactement où tu vas. Et enfin bref, moi je trouve que c'est un jeu très très bien. Ouais, tout à fait. Donc on vous le recommande chaleureusement. Voilà, et, comme vous voulez, hein, si vous voulez faire des parties, on m'appelle. Hein. Oui, vous pouvez toujours nous appeler et certains peuvent témoigner. On va faire un CV avec des témoignages, un livre d'or peut-être qu'on publiera. Qu'on vendra sur notre boutique. Voilà. Anaïs, Christophe, Yogan, qui ont joué avec nous récemment à John Company. Il y a comment il s'appelle Yannick. Yannick a joué avec nous. Oui, tout à fait. Il y en a plein qui ont joué avec nous. Faut juste pas avoir peur de nous dire demain j'organise une partie, est-ce que tu veux venir? Alors non, moi c'est l'inverse. Est-ce que vous voulez venir chez moi? Parce que moi je me déplace pas. Voilà, c'est un autre problème. Ça s'organise. Hein, ça s'organise. On aime jouer. Hein. Ouais. Alors dernier jeu pour moi, c'est service de presse fourni par Pixie Games, que je remercie encore une fois. Nous n'avons aucun contrat, je dis ça pour les gens qui vont hurler sur la loi influenceur. Grosso modo, on a le droit de dire ce qu'on veut, et si on veut dire que c'est de la merde, on a le droit de le dire. Voilà, mais il se trouve que je vais dire que c'est bien, c'est Voyageurs du Tigre du Sud. Donc c'est premier de la trilogie où j'arrive après tout le monde. Tout le monde l'a déjà... Toujours au niveau de la hype, on est là. On est là. Il se trouve que je l'ai essayé cette semaine, j'ai déjà fait 2 parties. Donc, j'ai pas été invité. Non. Tu n'as pas été invité. Donc là, c'est vraiment un avis à chaud. Moi, j'ai trouvé ça bien. Donc, on est dans du Shane Phillips, Ronald McDonald classique. Et avec son frère, avec Domiko qui dessine, enfin tout pareil. Oui, on retrouve. Et ça, je trouve que c'est assez agréable d'avoir un univers d'icônes qui est toujours le même et ça permet de rentrer beaucoup plus vite dans le jeu. Donc, le but du jeu, c'est de gagner. Pour gagner, il faut avoir le plus de points. Et en fait, on va avoir un tableau central où on va avoir des voyageurs écrivains qui partent de la gauche et la partie se termine quand un des joueurs a traversé intégralement la map. C'est un jeu poétique, on passe de la gauche à la droite, c'est ça? Oui, c'est le sens logique, en fait. D'accord. C'est le sens logique et aussi le sens de lecture. Et pour passer d'une case à une autre, qui est en fait une page, on écrit le journal de ce qu'on voit, il faut avoir un prérequis qui est dessiné entre les cases, qui vont être soit avoir un ensemble de symboles qui vont figurer sur des cartes que je peux acheter, soit un certain nombre de tuiles, soit un certain nombre de personnages, de cartes d'un type, etc. Et donc, ça fait un petit peu penser à la piste de Narak, parce qu'à chaque case, on va avoir des bonus, et certaines cases vont avoir des bonus uniques, où seul le premier qui l'atteint va le débloquer, va le récupérer. Donc, la piste temple de Narak. C'est ça, la piste temple de Narak. Sauf que c'est pas des coûts de dépenses pour progresser sur cette piste, c'est des seuils. C'est des prérequis. C'est des prérequis. Ce sont des prérequis. Donc en soi, c'est plus facile. Alors, parce que sur Narak, ce qui est des fois, c'est encore ça à payer. Oui. Alors, son tour, va y avoir, on fait une action puis on passe au joueur suivant. Possibilité d'action, c'est soit on va jouer sur son plateau personnel qui va être constitué de cartes qu'on va pouvoir acheter. On va faire des actions avec ses dés, soit on va utiliser un ouvrier qu'on va mettre autour du plateau central où sont disposées les cartes
des différents marchés. Alors juste pour la truc du Sud, c'est du placement de dés. C'est ça Oui. Globalement, on l'a pas dit. Oui, il faudrait qu'on fasse une analyse un peu plus poussée que ça, parce qu'il n'y a pas que ça. Oui, mais c'est ça, parce que globalement, c'est les dés, un des points communs. C'est les dés dans le Sud, c'est que des dés. Il y a des dés dans tous les jeux. Oui, mais érudit, les dés s'utilisent pas du tout de la même manière. Enfin, ouais, c'était juste pour dire qu'il y avait beaucoup de dés. oui. Alors, on parlera d'érudit qui est très 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 bien aussi un peu plus tard. J'ai fait qu'une partie d'érudit là, voyageur, j'en ai fait beaucoup plus parce que j'en ai fait 2. C'est vous dire si je suis crédible pour parler du jeu. Donc, soit je pose un dé sur un emplacement personnel, soit j'utilise un ouvrier sur un emplacement autour du plateau. L'ouvrier autour du plateau va sur une carte qui est en vis-à-vis. Il y a plusieurs marchés de cartes. Je vais revenir dessus. Je ne peux utiliser un emplacement que si il n'y a pas déjà un ouvrier de la même couleur sur la carte. D'accord. Donc, s'il y a déjà un ouvrier jaune et que je n'ai qu'un ouvrier jaune, je ne peux pas faire l'action. D'accord. Donc, il y a une espèce de... c'est du placement d'ouvrier qui est semi-restrictif. C'est marrant, ça. Alors, ce qui est intéressant dans ce placement d'ouvrier, c'est que au départ, on a tous un ouvrier jaune, un ouvrier bleu, un seul. Et en fait, on est en économie fermée. C'est-à-dire que c'est pas à des couleurs de joueurs. Je vais les positionner sur des cartes. N'importe qui achète la carte va récupérer l'ouvrier. D'accord. Donc c'est un peu comme dans Pax Pamir, c'est avec une économie fermée de ressources. C'est l'économie fermée de ressources. Il y a aussi des actions qui permettent de récupérer un ouvrier qui est sur une des cartes, sans prendre la carte. Voilà. Il y a 2 types de ressources, nourriture, argent. Globalement, la nourriture va permettre d'acheter des cartes. Et l'argent va permettre d'acheter des cartes je vais rentrer un peu plus dans le détail. Il y a 4 types de cartes. Vous avez les cartes terre, vous avez les cartes mer, vous avez les cartes ciel et vous avez les cartes personnages. Alors il se trouve qu'il y a un 5e, les cartes inspiration, mais je vais pas en parler. Il y en a 5. Voilà, il y en a 5. Carte terre, vous avez 2 types, c'est les montagnes et les villes. Carte mer, 2 types, les ports et les cases de haute mer. Les personnages, C'est des personnages. C'est des personnages et ciel, c'est du ciel. Globalement, sur toutes ces cartes-là, chaque type de carte va avoir des rôles différents. Les villes et les ports, donc globalement les villes, vont être des emplacements. On va les acheter pour avoir des possibilités d'action en plus sur lesquelles je vais pouvoir positionner des dés. Donc plus de position. Plus on étend sa capacité d'action. Donc du coup, la pose d'ouvrier va être de moins en moins bloquée, quoi. Elle est jamais bloquée sur mon plateau personnel. D'accord. Tu vois, à chaque fois je joue sur mes cartes. D'accord. Les cases de haute mer vont me donner des bonus immédiats, de ressources, d'influence sur des cartes, etc. Donc c'est des one-shots. C'est des one-shots. Les montagnes vont me donner des bonus conditionnels. Ça dit, par exemple, à chaque fois que j'achète un personnage, je récupère de l'argent. Et du coup, la montagne, ça te gagne? La montagne, peut-être, c'est pour ça que j'ai jamais gagné. Voilà, sur les 2 parties. Et vous avez donc les villes, on l'a déjà dit, de casse-terre, des cartes terre, c'est possibilité d'action. Le ciel, les cartes ciel se mettent au-dessus des cartes mer ou terre. Parce que c'est le ciel. Pour éviter que le ciel nous tombe sur la tête. C'est des bonus fin de partie. D'accord. Ouais. Et les personnages se glissent sous tes cartes action. Les personnages ont des habitats. Donc tu as des personnages qui vont être que en haute mer, des personnages qui vont être que dans les villes. Comme dans Wingspan alors. C'est les oiseaux qui ont des habitats. Ouais, je me souviens plus. J'ai joué une fois, mais je me rappelle de ça. Donc globalement, si t'as pas l'habitat qui correspond, tu peux pas acheter le personnage avec de l'argent, et ça va améliorer ton action. D'accord. Quand tu places un dé, D'accord, c'est un peu voilà. cohérent. Donc en fait, le jeu, c'est établir un moteur qui va te permettre de récupérer de la nourriture, qui va te permettre d'acheter les cartes terre et mer, globalement, si tu fais de l'exploration, globalement, et l'argent qui va te permettre d'acheter les cartes ciel et personnages et les tuiles. Alors, c'est quoi les tuiles? C'est une espèce de grille où au début, on lance les dés et on a des colonnes qui correspondent aux dés, qui vont correspondre à des symboles. Et je peux jouer sur une case qui a un symbole que si le dé est dans une colonne où il y a ce symbole. Bon, un peu abstrait, on mettra un insert. Mais globalement, moi, je peux acheter des tuiles pour compléter cette espèce de grille et pour rajouter dans les colonnes de dés des symboles. D'accord. Ce qui fait qu'au départ, vous démarrez, compris, hein. Vous avez des colonnes où il n'y a pas de symbole. C'est-à-dire que si sur la colonne 3, il n'y a pas de symbole, quand j'ai un dé qui tombe sur la valeur 3, je peux le jouer nulle part, à part dans des cases qui n'ont pas de prérequis. Il y en a. D'accord.
Par contre, s'il me faut un chameau pour jouer, ou un dromadaire pour jouer sur un emplacement, ou parce qu'il y a un dromadaire... Non, enfin, ça va te permettre d'acheter des cartes terre. D'accord. Et enfin, de jouer sur la terre, globalement. Bah, si dans ma colonne, j'ai pas le symbole dromadaire, je peux pas utiliser ce dé sur cet emplacement. Donc, je vais aller acheter des tuiles dans différents marchés de tuiles qui me permettent à la fois de d'étendre mes capacités d'action, quelle que soit la somme, le résultat de dés que je fais. Ouais. Et qui va permettre aussi, il y a des marchés de tuiles où il y a des symboles. Parce que il y a un reproche que je fais à ce jeu. Oui, le gros reproche, c'est la rivière ne tourne pas. Voilà, les rivières de cartes ne tournent pas, et parfois on est bloqué lors de son voyage pour traverser la carte, parce qu'on n'a pas les symboles qui permettent d'aller à la case suivante. Déjà, je dois dire que c'est Mehdi et Yannick qui m'ont présenté ce jeu, et Mehdi a fait des dizaines et des dizaines de parties, Yannick est très très bon joueur aussi. Oui, et en fait, ils n'ont jamais été bloqués. Donc ça, c'est petit 1. Et ils n'ont jamais été bloqués parce qu'ils m'ont expliqué le jeu tel qu'ils l'ont compris, c'est-à-dire que vous avez un plateau où vous avez un chemin central et vous avez des chemins au bord, et le chemin central, au centre du plateau, c'est beaucoup plus simple d'avancer que sur les bords. Après, il y a peut-être des bonus, parce qu'à chaque fois que on l'a dit, à chaque fois que vous rentrez dans une case, vous prenez un bonus, il y a peut-être des bonus qui sont plus intéressants sur les côtés. Mais il y a un moment donné, vous vous engagez pas sur un chemin où non seulement vous n'avez pas les symboles, mais sur aucun marché de cartes, vous voyez les symboles. Ouais. Petit 2, les symboles, vous pouvez les acheter dans les marchés. Il y a des tuiles qui permettent d'avoir des symboles. Et petit 3, je dirais que c'est comme à Tricarion, c'est ce que je viens de dire. C'est Tricarion, si vous achetez tous les ingrédients d'un sort et que quelqu'un l'achète devant vous, le tour de magie, vous faites la gueule. Pour mémoire, dans Tricarion, on doit acheter des sorts et ils sont en usage unique. Ils sont uniques. Donc, voilà. Là, c'est pareil, je ne m'engage pas dans une voie si je n'ai pas la possibilité visible de pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que j'aime ? Parce que je passe beaucoup de temps à expliquer le jeu. J'aime beaucoup l'établissement de moteur. Comment on marque des points à la fin, c'est essentiellement du set collection sur les symboles qu'on récupère sur les cartes. D'accord. Donc plus on a des symboles d'une même famille, plus on va marquer de points, et c'est exponentiel. Aussi, on fait des points sur les 7 différents symboles qu'on a. C'est pas forcément celui qui arrive en bout de piste le premier qui gagne. Les 2 parties que j'ai faites... Ça déclenche la fin du jeu, c'est ça ? Ça déclenche la fin du jeu, mais parfois, il y a un effet Terraforming Mars, en fait, où c'est pas forcément... Il y a une stratégie rush, il faut vraiment rusher, mais finalement, les points, là où on fait le plus de points, c'est quand on prend son temps et qu'on achète beaucoup de points sur les cartes, etc. Mais c'est pas forcément celui qui déclenche la fin du jeu qui gagne. Alors, juste par rapport à ça, juste par rapport à la rivière qui tourne pas et ça, du coup, c'est mieux. Il y a des gens qui me disent que c'est mieux d'y jouer à 4 parce que du coup, la rivière tourne plus. Alors, oui et non. Alors, c'est un jeu qui est assez, en tout cas les premières parties, exigeant en termes de mécanisme. Au contraire, si vous misez sur des symboles pour avancer sur la carte, vous n'avez pas forcément intérêt à ce que les rivières tournent trop vite. C'est-à-dire, si je prends le postulat de dire je ne vais pas dans une direction tant que j'ai pas l'assurance d'avoir les symboles, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient dans la rivière, t'as pas intérêt à ce que les rivières tournent trop vite, parce que le temps que t'achètes, il faut que tu récupères de l'argent, ensuite que t'ailles peut-être que t'aies un ouvrier bleu, c'est-à-dire que tu les récupères, etc. Le temps que t'y ailles, t'aimerais bien que la carte y soit toujours. Après, peut-être que quelqu'un l'a acheté pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire qu'il veut passer par le même endroit. Mais t'as toujours des solutions de repli. En particulier, t'as plein de cases où t'as 2 manières de sortir. D'accord. Et t'as une manière où le prérequis est compliqué et une manière où le prérequis, il est indéniable. C'est-à-dire, un des prérequis, par exemple, c'est soit j'ai 6 comètes, où il faut que les comètes, elles apparaissent sur les cartes ciel et c'est pas super fréquent, soit j'achète 4 personnages. Tu peux toujours acheter 4 personnages. D'accord. Donc tu seras pas bloqué. Même si tu prends le chemin. Le chemin sera un peu moins bien, mais ça passe. Ouais, ça passe. Moi, pour l'instant, 2 parties, c'est pas beaucoup, mais j'ai tendance à croire Mehdi et Yannick quand ils me disent qu'ils sont pas bloqués. En tout cas, pour être bloqué, il faut le chercher.
C'est qu'on a mal joué. Mais après, le jeu, je pense que vu que Shane Phillips, s'il fait pas 2 ou 3 extensions d'un jeu, c'est qu'il a pas fait un jeu. Il aime bien découper ses jeux à la sortie et bien, ça marche très bien pour lui. Peut-être que dans ces extensions, il y aura un truc qui fera tourner peut-être la rivière. Peut-être, mais pour l'instant, je te dis, ça peut être vu comme un avantage de faire tourner la rivière, parce qu'on recherche un symbole absolument. Ça peut être aussi un inconvénient. Le symbole est dans la rivière, j'ai pas envie que ça parte trop vite. Ouais, mais du coup, moi, je sais que j'ai pris par principe de jouer au jeu de Shane Phillips quand j'avais toutes les extensions. Ah bah écoute, en tout cas, moi, mes 2 premières expériences sont vraiment sympas. C'est un jeu qui est satisfaisant. J'ai pas encore le timing du jeu, c'est-à-dire que j'essaye de faire ces stratégies rush, mais je perds. Il y a la gestion économique des 2 ressources, argent, bouffe, est hyper tendue. Et c'est comment est-ce que tu vas faire un moteur qui te permette de les avoir de manière, parce que on les dépense jamais en même temps. Il y a des tours où tu vas vouloir dépenser de la bouffe, des tours où tu vas, et t'as envie que tes actions qui coûtent de la bouffe te rapportent de l'argent et vice versa. Pour pouvoir. Mais moi j'aime bien les jeux où il y a peu de ressources, parce que par exemple le problème de Narak, il y a 5 ou 6 ressources. Ouais. Et il y en a une qui se transforme en l'autre. Enfin bref, en vrai c'est trop pour moi de réflexion pour monter le truc, alors que là d'après ce que je dis ça a l'air d'être Narak en plus simple. Alors je dirais que c'est plus compliqué que Narak parce que. Oui, mais il y a moins de ressources. Ouais, mais alors ça dépend où est-ce que tu places c'est subjectif. On en a déjà parlé. Là, ce qui est compliqué, c'est qu'à un instant donné, tu vas étendre tes capacités d'action au fur et à mesure. C'est de voir quelles sont mes actions possibles, déjà, en fonction de mes résultats de dés, en fonction de mes 2 types de ressources. Et puis là, tout à coup, moi, je me retrouve bloqué sur mon voyage parce que justement, j'ai besoin de 6 comètes ou 4 personnages. J'ai que 2 personnages. Je vais devoir en acheter 2. C'est pas gratuit, il va falloir que je génère de l'argent, ensuite que j'aille sur les emplacements, etc. Comme j'ai dit, économie fermée d'ouvriers, et ça, je trouve ça très élégant. Je trouve ça très très chouette. Ça évite le stack-up. Ouais. Donc, gestion de ressources très tendue. Donc moi, je trouve ça très très bien. J'ai joué dans la trilogie de l'Ouest, j'ai joué Architecte que j'ai pas aimé plus que ça. Alors Architecte, juste pour le défendre, Architecte quand tu joues pas avec les 3 extensions, ou les 3 ou 4 extensions, bref, si tu joues pas avec toutes les extensions, le jeu est moins bien. Oui, mais j'ai eu d'autres avis qui disaient que même avec toutes les extensions, c'était pas génial. C'était mieux, mais que c'était pas génial. Moi, personnellement, il monte de 5 niveaux juste avec le fait d'avoir... je te ferai réciter. De toute façon, on va peut-être faire une rétrospective de McDonald's. De Ronald. Et Paladin, il se rapproche plus de Paladin sur le fait où je vais avoir... j'établis un moteur d'action, je vais avoir des bonus quand je fais certaines actions, etc. Il manque... Je trouve le système est quasiment plus élégant que celui de Paladin, enfin plus satisfaisant. Paladin, ce que j'aimais bien, c'était cette interaction un peu chafouine de la suspicion, où je pouvais provoquer de l'inquisition qui allait niquer l'autre. Il n'y a pas cette interaction qui est quasiment directe, enfin qui est indirectement directe, on va dire, sur Voyageur. Faut suivre. Qui est indirectement direct. De manière indirecte, je provoque un pan dans ta gueule. Ouais. Voilà. Et que tu as aussi dans Architecte, qui est avec le marché noir, la prison, machin. Et ça, je dirais, dans Érudit et Paladin, sont des jeux, Érudit et Voyageur, du Tigre du Sud, c'est des jeux qui sont très bien, qui sont plus d'un côté sérieux Eurogame que... Du coup, presque solo, du coup? Alors, oui et non, parce que tu vas, un peu comme à Dune, tu vas étudier où est l'autre sur la carte, de quoi il a besoin pour avancer, qu'est-ce qu'il a comme ressources, qu'est-ce qui l'intéresse, parce que tu vas pouvoir positionner de l'influence sur des cartes, et si quelqu'un interagit avec cette carte, c'est-à-dire place un ouvrier ou achète la carte, il va te donner des ressources. Et rien que pour ça, tu vas essayer de faire chier l'autre en mettant de l'influence sur des cartes qui l'intéressent, et pour savoir ce qui l'intéresse, il faut quand même un petit peu étudier où il en est. D'accord. Donc c'est presque pas un solo. Non, mais par contre, sur BGG, il est donné à best à 2. J'ai essayé à 2 et 3, j'ai trouvé qu'il était bien à 3 aussi. Parce que tu vas bloquer plus d'emplacements en mettant des ouvriers qu'à 2. Il n'y a pas un scale du nombre d'emplacements quand tu es à 2 ou à 3. Et à 4, tu sais si ça augmente ou pas? Alors à 4, non, tu as le même nombre d'emplacements. D'accord. Globalement, c'est juste le nombre de tuiles disponibles à acheter pour ton plateau perso qui change.
il y a rien qui change sur le nombre d'emplacements d'ouvriers, mais donc naturellement, tu vas avoir plus de blocage, plus t'as de joueurs. Ouais. Maintenant, ça vient avec un downtime, ça vient avec tout. Donc, généralement, ce genre de jeu, le sweet spot, il est à 3 ou 2. Et Paladin, son sweet spot, c'est 2 sur BGG. D'accord. Ah bon, j'aurais dit 3, moi. Mais je trouve qu'il est bien à 3. Après, ça dépend ce que tu recherches dans le jeu Ouais, à chaque tout à fait. fois. Ouais. Après, sur BG, c'est des gens bizarres. Hein, Voilà. ça peut être, hein. En tout cas, bah voilà, mon dernier jeu, c'est Voyageurs des Tigres du Sud, et j'ai bien envie de continuer parce que j'ai envie d'en gagner une. Peut-être qu'on va jouer ensemble. J'ai jamais joué donc. Bah oui, mais je suis prêt à jouer. Alors maintenant, le moment que vous attendez tous. L'update de la ville de la honte. Bah, c'est stable, 26%. J'ai du mal à le faire baisser. J'ai pas mal de. Alors, les Kickstarter que j'ai en attente ne rentrent pas dans ma pile de la honte, évidemment. Les précommandes ne rentrent pas dans la pile de la Tant honte. que c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Tant que c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. C'est pas dans la pile. On est d'accord. J'hésite pas à revendre des jeux, comme j'ai déjà dit, assez vite. Hier, j'ai testé Legendary Encounters Matrix. J'ai trouvé ça bien. C'est trop redondant avec ce que j'ai déjà. Ouais, alors il m'a expliqué les mécanismes, ça m'a l'air très cool, mais instantanément je dis mais c'est comme Marvel Champions. Ça ressemble à Marvel Champions ce que tu me dis. Ouais. Et il m'a dit c'est globalement alors par rapport aux autres Legendary, vous avez 2 états, soit vous êtes dans la matrice, soit dans la réalité. Vous pouvez recruter quand vous êtes dans la réalité, vous pouvez taper sur les monstres dans les ennemis dans la matrice quand vous êtes dans la matrice. Et surtout, bah, quand il y a des combats dans la matrice, quand vous êtes dans la matrice, quand vous avez des ennemis, ils vous attaquent vos points de vie. Donc c'est l'attaque de Marvel Champion quand vous êtes en héros. Et quand vous êtes dans la réalité, ils vont aller taper sur sur la jauge du temps. Sur la jauge du temps, ce qui correspond à je mets quelque chose dans une manigance, quoi, sur une carte de manigance. Et j'ai trouvé ça bien. Thématiquement, il est bien. Il y a une narration des films, en fait. Il y a les 3 films. Je compte que le 4e film n'y est pas, et Dieu merci. Il y a un 4e film? Oui. Matrix. Non, moi je crois que c'était dans la Matrix. Il n'existe pas celui-là. Si, il y a un 4e film qui est hyper récent. Non, il n'existe pas. Si, au départ, tu as Matrix Reloaded. Il n'existe pas. Oui. Bah, en fait, tu as de la chance, tu l'as oublié. Moi, je ne sais pas qu'il existe. C'est une cicatrice indélébile dans ma mémoire. Tu peux aussi décider qu'il n'existe pas. Oui. Il n'y a pas de cuillère. Et donc, en tout cas, bah, je le vends. J'ai mis sur un Casio ce matin. Quelqu'un m'a contacté, il vient le chercher demain. Voilà. D'ailleurs, on va mettre le lien d'Ocaseo dans le truc, comme ça vous pourrez avoir une chance. Mais ça peut être la question du mois, d'ailleurs. Est-ce que vous voulez nos identifiants de vendeurs sur Ocaseo pour nous racheter nos jeux? Ils vont plus que moi. Oui, bah, j'achète plus aussi. C'est vrai. Ouais. Moi, je suis sélectif. Oui, bah, du tout venant. Bah voilà. Voilà. Donc, bon, bah, au revoir. Au revoir. Une petite pipote avant d'aller dormir, une petite pipote avant d'aller se coucher, un petit chalumet café, juste pour s'endormir en paix. Une petite pipote avant d'aller dormir, une petite pipote avant d'aller se coucher. Allez, la 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 la. Au bord des lèvres, ou coincé dans les dents, ça fait tomber la fièvre, mieux qu'à 36 ans. Une bouffée par-ci, une bouffée par-là, avant d'aller dormir, y a pas mieux que ça. Une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher.